Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NHL, spécial playoff aussi, de The Free Agent, où aujourd'hui on va faire les previews avec Jordan. Salut Jordan. Bonjour Charles, bonjour à tous. On va faire les previews, Jordan, aujourd'hui des demi-finales de la Coupe Stanley. Ça y est, on les connaît. Vegas s'est imposé hier 6-3 à domicile devant une foule absolument incroyable. Si vous n'avez pas vu les images, allez les voir. C'était un vrai bonheur de voir ça. Ils sont imposés 6-3 face à Colorado, qui était l'un des très très gros favoris, donc un autre qui s'en va. Et ils joueront contre Montréal en demi-finale. Et l'autre demi-finale, et c'est par celle-là qu'on va commencer, opposera le champion en titre, le Lightning de Tampa Bay, contre les Islanders de New York. Alors, pour cette première demi-finale, moi, ce que je le vois, tu me diras si tu es d'accord, Jordan, pour moi, c'est vraiment une énorme attaque face à une énorme défense. C'est un peu cliché, mais du coup, j'ai l'impression que ça résume quand même bien cette demi-finale. Oui, non, c'est sûr que ce qui a fait la force du Lightning, c'était effectivement son attaque. Ce qui a fait la force des Highlanders, c'était le collectif et principalement la défense. D'ailleurs, c'est une Reddit de la finale de conférence à l'Est de l'an dernier, puisque les deux équipes s'étaient déjà rencontrées et donc le Lightning s'était imposé avant d'aller battre Dallas. Oui, non, c'est vrai que c'est ça. Si on le résumerait, on pourrait le résumer en un jeu d'attaque-défense. Après, il faut pas non plus sous-estimer, je dirais, l'impact de joueurs comme Victor Hedman ou Vasilevskiy, donc le gardien de but du Lightning, et leur capacité à pouvoir, alors, bon, pour Hedman apporter offensivement, mais aussi à pouvoir défendre. Et à contrario, Brock Nelson et Matthew Barzal font des séries tout à fait honorables. Nelson, c'est 6 buts et 4 passes décisives, donc 10 points en 12 matchs. Barzal, et lui, a 3 buts et 6 passes décisives en 12 matchs également. Les deux, ces deux joueurs ont vraiment porté leur équipe face à Boston, qui avait aussi une bonne défense et un bon gardien de but, etc. Donc non, il faut pas non plus sous-estimer l'attaque, enfin les joueurs offensifs des Highlanders. Pour toi, quels sont, on va dire, les 2-3 joueurs clés de cette série? Alors, chez les Highlanders, bon, j'en ai déjà parlé, il y a Nelson, Barzal, qui pour moi en tout cas, sont vraiment indispensables. Sont vraiment à surveiller dans cette équipe, et en tout cas, ils font énormément de bien, et ils prennent leurs responsabilités. C'est ce qu'on attend de joueurs cadres. Après, il faudra voir ce que donne Varlamov, Oui, le jeune j'allais gardien en de parler. but. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de se Plutôt passer bien. plutôt bien. Il fait tout à fait le travail. Maintenant, en face, il va avoir quelques gros clients pour être un peu, enfin, voilà, hein, pour un peu faire du teasing, parce qu'il va quand même avoir Nikita Kucherov, parce qu'il va quand même avoir Steven Stamkos, parce qu'il va avoir Braden Brayden Point, Point. etc. Ondrej Palat. Donc à voir comment là il va le supporter. Mais par exemple, face à Boston, je crois que son plus mauvais taux d'arrêt, c'était 92%, quelque chose comme ça.
Oui, c'est pas mal. Donc, c'est vraiment pas mal. Il a quand même fait des matchs, notamment par exemple sur le premier. Alors, bon, ils le perdent malheureusement pour les Highlanders, mais il fait quand même 40 arrêts ou 39 arrêts. Enfin, donc, il a quand même la capacité, je veux dire, de savoir sortir des arrêts, même sur des matchs où il subit un feu nourri. Et là, en face, c'est Lightning, c'est probablement le meilleur effectif offensivement parlant de la ligue. Et surtout un power play absolument monstrueux. J'allais te demander si c'était pas un peu leur facteur clé justement Alors, dans leur série face à Carolina, en dehors du fait, et là je salue Dougie Hamilton et les 18 millions au-dessus du cap. on en On en reparlera, reparlera. ouais. Non, mais oui, enfin, parce que très franchement, en fait, j'ai envie de dire que les Highlanders sont un peu les anti-Hurricanes du point de vue où chez les Highlanders, tout le monde sait qu'il doit prendre ses responsabilités. C'est ça. Quand je vois un Sébastien Aho à 2 tirs sur un match en entier, enfin, sur un match où il fait 25 Oui, minutes, c'est pas normal. C'est voilà. clairement pas normal. Pour en revenir Euh, au power play et pas à donc Dougie pour en revenir Hamilton. au power play, effectivement, le power play du Lightning, il est dévastateur. Alors contre les Panthers, il avait été dévastateur et en plus les Panthers faisaient plein de fautes. Donc bon, Oui, plus simple. ils avaient, comment dire, ils ont eu le temps de le travailler. Voilà, contre les Hurricanes, ça a aussi très bien fonctionné. Maintenant, les Highlanders, c'est une équipe qui sont plutôt disciplinés. Alors même s'ils sont physiques, hein, on va pas, comment dire, Oui. on va pas contredire Bruce Cassidy. Mhm. L'entraîneur donc de Boston qui s'était un peu plaint visiblement des fautes qui n'étaient pas assez sifflées selon lui. Ouais, sur McAvoy, etc. Voilà, exactement. Mais en tout cas, ils sont disciplinés et ils savent enfin, jouer physique tout en restant en tout cas dans les règles. Euh, et donc peut-être que le Lightning aura moins d'opportunités. Alors peut-être aussi il va réussir à s'en créer des opportunités en power play à voir. Mais oui, en tout cas, ce sera quelque chose qu'il faudra suivre. La capacité donc des Highlanders à tuer les pénalités quand ils en auront, et en tout cas celle du Lightning à en tirer avantage. Là, sur le coup, on va avoir, je pense, un vrai match d'équipe spéciale. Et à voir comment donc Barry Trotz chez les Highlanders et John Cooper en tout cas, vont vouloir gérer ces phases. Mais si les Highlanders arrivent en tout cas, à se tenir bon, je dirais, face au flow, ils peuvent alors espérer aller gagner parce que cette équipe, collectivement, elle est forte et donc en 5 contre 5, elle est pas mauvaise. Mm. C'était ma question suivante. Quelle était, parce que le Lightning est donné favori sur cette série, on va dire de manière logique, puisque ce sont les champions en titre et que leurs dernières séries ont montré toute la puissance offensive qu'ils avaient. Et puis Vasilevski a montré aussi tout son talent. Quelle est la clé pour les Highlanders pour aller embêter et pour essayer de sortir les champions en titre en demi-finale? Alors, c'est dur. Je pense que ça va être très dur et des Mm. clés, quand on voit la fois l'effectif du Lightning, en fait, je sais pas s'ils en ont tant que ça. Maintenant, à mon sens, ce qu'il va falloir que fassent les Highlanders, et bon, c'est un petit peu une généralité, mais c'est aussi une réalité, c'est qu'il va falloir qu'ils appliquent leur jeu, il va falloir qu'ils continuent à être rigoureux défensivement. Parce qu'à partir dès que les matchs vont s'emballer, et d'ailleurs on l'a un peu vu, comment dire, on l'a un peu vu contre les Browns. Dès qu'ils ont commencé à encaisser des buts, alors ça a été compliqué pour eux. Ils ont dû aller gagner en overtime lors du deuxième match. Voilà, ça a été très compliqué pour eux dès que les Bruins ont commencé à marquer. Face à Pittsburgh, c'était ça aussi. Donc, il va falloir être rigoureux défensivement. Et puis oui, il va falloir trouver un moyen d'aller gêner un Kucherov qui en plus fait aussi pour le coup de très bonnes séries. Et voilà, je pense que ça va être le plan de Barry Trotz de continuer sur enfin, sur ce qu'il a fondé. Bon, franchement, vraiment, enfin alors, bon, j'ai toujours été, je dirais, complaisant avec les Highlanders depuis le début de la saison parce que je trouvais que c'était une équipe qui était très plaisante à regarder. Mais même au-delà de ça, comment dire, je trouve, enfin, ils ont perdu Andrew League, c'était leur capitaine. On a pu voir comment ça a complètement désarticulé Toronto de perdre John Tavares. Et on s'est dit qu'il serait peut-être à la place de Montréal s'il l'avait gardé.
Ils ont réussi comment dire, à aller éliminer Boston et Pittsburgh, qui étaient quand même deux, enfin pareil, de très bonnes équipes. Donc, ils peuvent le faire aussi face au Lightning, mais oui, non, ça va être en conservant leur rigueur défensive et en s'appuyant sur tous leurs joueurs, que ce soit, c'est ça, parce que c'est ça aussi la force de cette équipe, c'est leur collectif, c'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de ligne, on va dire, entre guillemets, très faible. Voilà, et d'aller continuer à s'appuyer sur Barzal, sur Nelson, sur Pajot en attaque pour essayer d'aller marquer dans les situations de 5 contre 5, éventuellement dans les situations de power play s'ils en ont, etc. Un petit pronostic du coup? Alors, Qui est-ce qui se sort de cette série et qui file en finale? alors si j'écoutais mon cœur, j'aurais envie de dire les Hiles, mais je pense que ça sera le Lightning. Très Ouais. franchement, le Lightning me paraît supérieur en termes d'effectifs, en termes de qualité de jeu, en termes de voilà, d'équipe spéciale. Donc je vais donner le Lightning et allez, je donnerai le Lightning en 5 matchs. Juste en 5 matchs? Juste en 5 matchs, ouais. Ah, quand même. Quand même, quand même. Donc Bah, ils font j'ai sauter vu, le verrou des j'ai vu Ice. ce qu'ils ont fait aux Hurricanes, j'ai vu ce qu'ils ont fait aux Panthers. Voilà, donc j'ai envie de. Ouais, je donnerai le Lightning en 5 matchs. Après, Allez. Je vais aller une petite surprise et ils prennent leur revanche sur l'année dernière, les Isles en 7. En ouais. gagnant là-bas, en gagnant à Tampa. Ah, j'aimerais bien, ce serait. Avec des matchs au Nassau Coliseum euh, du feu complet, quoi. On verra bien. C'était la première demi-finale. L'autre demi-finale, du coup, bah, on la connaît depuis hier. Et alors, il va peut-être falloir que tu dises un petit peu de bien de Montréal, malgré tout. Donc, Montréal affrontera Vegas. C'était pas forcément ce qu'on attendait comme finale. Comme demi-finale, pardon. Maintenant, ça va être très intéressant de voir un petit peu comment Montréal va réagir. Ils n'ont pas joué Vegas de la saison. Les deux équipes vont un petit peu se découvrir. Vegas est favori sur la rencontre. Maintenant, Montréal vient quand même de sweeper, je suis désolé de le rappeler, Toronto en Non, finale de, Winnipeg. Winnipeg, pardon, oui. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Ils ont sweepé Winnipeg. Je sais pas pourquoi j'étais à fond là-dessus. Non, c'était humiliant contre Toronto, mais pas à ce point. Ouais. Ils ont sweepé Winnipeg. Euh, Est-ce que Montréal peut vraiment le faire? Est-ce que Carey Price peut porter une nouvelle fois cette équipe et aller éliminer Vegas? Euh, alors, comment dire, c'est une question, et tu sais que tu l'as très bien mentionné, ce qui pour l'instant, en tout cas, aide beaucoup Montréal sont les performances de leur gardien Carey Price, on a l'impression qu'il a un peu rajeuni de 5 ou 6 ans quand il a été Hart Trophy. Malheureusement, je pense que ce sera insuffisant face à Vegas. On l'a vu, on l'a vu face à Colorado. Quand la machine Vegas s'est mise en route, Colorado n'a pas pu faire grand-chose et a subi 4 défaites de suite. Pardon, oui, non, si c'est ça. Oui, Et, quatre défaites de suite. Ouais. ok, défaites de suite, oui. Ok. Donc, non, je pense pas qu'ils pourront, en tout cas, battre Vegas. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir leur poser des problèmes? C'est pas impossible. On va pas, comment dire, on va pas commencer à aligner. Ils vont pouvoir leur poser des problèmes. Cette équipe, alors tu le disais, c'était un peu une surprise de les voir ici, et surtout vu leur première série face à Toronto, où Toronto aurait pu tuer la Aurait série dû. aurait Aurait dû dû. en C'est fait pas même. aurait pu, mais aurait dû Oui, tuer la série. aurait dû, effectivement, tu as tout à fait raison, et à laisser ce Game 7 arriver, et à laisser, enfin, je dirais, bah, toi tu le sais, on en a parlé, je t'avais dit que c'était plus ou moins écrit au 7e match, je savais que C'est Toronto ça. allait perdre.
Voilà. Après, ils ont ça qu'ils ont une vraie équipe de playoff. Enfin, moi, je voudrais parler un petit peu d'un joueur à Montréal. J'avais trouvé que c'était un recrutement très intelligent de la part de Montréal en vue des playoffs. C'est Corey Perry. Alors, c'est un vétéran, etc. On l'oublie un peu, mais l'année dernière, il était avec les Stars quand les Stars vont en finale. Là, il se retrouve de nouveau donc avec Montréal en demi-finale de conférence et les Stars en avaient parlé, enfin, dans leur documentaire, ils en parlaient comment dire, de ce que pouvait apporter Perry en termes de mindset, en termes d'expérience, en termes d'encadrement, etc. Il a encore mis 3 buts et 3 assistances donc en 11 matchs, ce qui est quand même pas neutre. Mhm. Euh, voilà. Et puis oui, puis effectivement, il y a Carey Price. Maintenant c'est malheureux à dire, mais en face, il y a du très très bon aussi. Marc-André Fleury a fait une bonne saison et donc ça reste aussi un très bon gardien. Puis il y a quand même Pacioretty, qui est d'ailleurs un ancien de Montréal. Pietrangelo, Shea Mhm. Theodore. Ils ont pardon, j'oublie aussi Mark Stone, Mark Stone, ouais, ouais. ouais, le capitaine. Vegas a un très bon effectif. Et je pense que là, pour le coup, l'écart de niveau est vraiment trop, trop fort pour Montréal, même si Montréal pourrait aller peut-être chercher un match ou deux. Ouais, ouais bah, c'est un petit peu le sentiment que moi j'en avais ce matin en regardant on va dire le résumé un peu plus long de la rencontre face à Colorado, euh, où ils se sont retrouvés menés, Vegas. Donc un peu comme dans la série de manière générale. Et plusieurs Ils ont fois, fait en fait, oui. et plusieurs fois en plus dans toute la série, ils se retrouvent à perdre quand même. Ils ont quand même pris 7-1 à leur premier match face à Colorado, où là tu te dis, bon, ça sent quand même pas très très bon. Ils en prennent 7 dès le premier match. La série va peut-être tourner très court. Et puis au fur et à mesure, le match 2, ça a été un peu mieux. Le match 3, ils l'ont pris. Le 4 aussi, le 5 et le 6. Et ça a été. Et sur ce match 6, c'est presque sans appel. À partir du moment où ils ont pris le premier but, bah, tout Hmm. s'est enchaîné. Et ça a été. Et ils leur ont mais roulé dessus. Et Pietrangelo, aujourd'hui, l'entraîneur de Vegas, a fait ses louanges en disant qu'il était absolument monstrueux il a été monstrueux sur la série. Donc j'ai aussi ce sentiment que l'écart de niveau est trop large, mais tu as l'impression quand même que Montréal est dans une espèce de pas d'euphorie, mais un petit peu en mission, en se disant de toute façon, on sait que de toute façon, on n'a rien à perdre. On avait fait une saison un peu pas moyenne, mais voilà, pas forcément étincelante. On a sorti Toronto. Bon, bah, de toute façon, maintenant, c'est que du bonus. Bon, bah, on a battu Winnipeg. On se retrouve en demi-finale. Donc, si tu veux, je pense qu'ils vont être aussi animés de cette espèce, pas de nonchalance, mais la pression, elle est du côté de Vegas. Elle n'est pas du côté de Montréal. Et à mon avis, ça peut les aider à jouer peut-être plus librement euh, et, euh, et aller leur poser des problèmes. Alors, même si je pense que là, typiquement, le match de lundi soir face à Vegas, à mon avis, Vegas est dans son momentum. Ils sont, euh, ils sont lancés, même s'ils auront eu moins de temps de repos que Montréal. Justement, l'enchaînement fait qu'ils ils vont pouvoir s'imposer, à mon avis. Oui, moi je suis assez d'accord. De toute façon, là je pense qu'en effet, alors bon, c'est très beau ce qu'ont fait les Habs. Ça me montre, à mon sens, pour moi, qu'une équipe, c'est pas forcément un empilement de joueurs stars. Et que les joueurs stars, c'est bien pour vendre des maillots. Ça fait un bon bilan économique à la fin. Ça ne fait pas forcément une bonne équipe. Euh, mais, euh, mais oui, mais Vegas est pour moi vraiment au-dessus. Et puis, euh, à- à- voilà, ils ont quand même passé Colorado avec je vais pas dire une relative facilité, mais en tout cas sans s'être jamais retrouvé au pied du mur.
Alors face au Wild, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est pareil, quand il a fallu gagner, eh ben, l'équipe a complètement su relever la tête de l'eau, a complètement su faire ce qu'il fallait. Euh, donc non, j'ai comment dire, j'ai envie d'y croire. Et puis en fait, c'est ce que je me dis finalement. Le Canadien va peut-être pouvoir faire un peu comme comment dire, comme ce qu'a fait le Wild, c'est-à-dire défendre, mettre beaucoup d'intensité et faire le dos rond, faire le dos rond, faire le dos rond. Mais malheureusement, on arrive, je pense, à un stade de la compétition où ça ne suffit plus. On arrive effectivement dans un moment où tu peux pas juste subir et attendre que l'orage passe, surtout quand tu as Vegas en face de toi et leur effectif. Donc, est-ce que tu pourrais dégager peut-être un ou deux joueurs un peu clés de chaque côté? Alors, côté Vegas, tu en as déjà parlé. Effectivement, il y a Fleury, il y a Pietrangelo et Pacioretty. Mais du côté de Montréal, du coup, Ouais. Alors, du côté de Montréal, bon, outre, je dirais Corey Perry, que voilà, j'ai beaucoup aimé. On a parlé aussi un petit peu donc évidemment du gardien qui fait, comment dire, qui fait beaucoup de bien. Non, ça revient. Carey Price, pardon. Voilà. Et en revanche, après, dans les autres joueurs, alors, moi, ceux que j'ai beaucoup aimé voir, Joel Armia, je trouve, fait vraiment aussi enfin, comment dire, une, simplement des très bons playoffs et et il apporte beaucoup à cette équipe. Il me semble que c'est lui qui marque le but comment dire, en short-handed lors du premier match face à Toronto. Pareil, il a beaucoup marqué. Tyler Toffoli aussi, je trouve que ça a été pareil aussi un recrutement très intelligent de la part de Montréal de cet été. C'est peut-être pas le joueur le plus en vue, je dirais, de l'équipe, mais ce qu'il abat en termes de travail, c'est assez exceptionnel. Il fait aussi pareil de très bonnes séries. Et enfin, en plus jeune, et de toute façon, je pense que ce sera un petit peu enfin pas le futur, mais le joueur sûr de Montréal pendant encore pas mal d'années, c'est Nick Suzuki. c'était l'un des deux que j'avais en tête avec Toffoli. Voilà, bah bon, en tout cas, c'est ouais, je dirais, outre Carey Price et Corey Perry, les trois joueurs, pour moi, ce sera Armia, Suzuki et Toffoli. Un petit. Alors, non, on va reprendre avant de parler de pronostics. Si Montréal a envie d'embêter Vegas, comment ils font? Hmm, c'est Encore une plus dur que excellente. la série, encore plus dur que la série précédente. Je pense, ouais, parce que comment ils font, malheureusement, ça va passer par beaucoup d'intensité et surtout par du réalisme. Je pense qu'il va falloir comment dire, il va falloir qu'ils jouent les coups à fond du point de vue où face à une équipe comme Vegas, tu n'auras, enfin, je vois mal Montréal faire des 35, 40, 45 tirs au but par match. Donc, il va falloir marquer, il va falloir en tout cas trouver les combinaisons et être très très réaliste. Hmm. Et éventuellement, si possible, et ça c'est comment dire, ça c'est une chose, alors marquer vite, c'est un premier point, mais ne pas perdre l'avantage. Parce que ça a été, je dirais, un des gros défauts de Colorado, c'est que lorsque Colorado menait et c'est arrivé, hein, eh bien, ils avaient souvent tendance À se relâcher. voilà, à perdre le rythme, à se Hmm. relâcher, on les sentait moins. Enfin, en tout cas, je dirais, enfin, soit, je sais pas si On va c'était eux qui étaient concentrer. moins concentrés ou si c'était du coup les autres qui avaient décuplé, enfin, Ouais. qui étaient plus dedans, mais en tout cas, il y avait enfin, en tout cas, on voyait ce vrai différentiel, je dirais, il était visible. Hmm. Euh, Tout à fait. donc voilà, je pense que ça va être ça,
Ça va être ça la clé. Il va falloir marquer et surtout savoir conserver les avances parce que Vegas est redoutable quand il s'agit de remonter. On est bien d'accord. Alors du coup, un petit pronostic. Est-ce que tu vas nous sortir un sweep? J'avais envie, si non, mais c'est une possibilité. C'est assez rare. Enfin, j'en ai En pas demi-finale, ce souvenir. serait intéressant de regarder, ouais. Ce serait intéressant de regarder si en finale de Euh, conférence, on a déjà eu des sweeps. J'en ai pas souvenir. J'ai souvenir de 4 de matchs qui se sont fait finis en 5. Mais j'ai pas souvenir effectivement de matchs qui se sont finis en 4-0. Donc non, je vais pas pronostiquer un sweep. Allez, je vais dire pareil, Vegas en 6. Vegas en 6. Donc un Ah 4-2. oui, donc quand même, il y a quand même il y a quand même des victoires de Montréal Bah, au fois, Coliseum. ils jouent 2 fois chez eux, donc peut-être que oui, ils peuvent aller gagner chez eux. Enfin, en plus, les fans sont revenus. Je vais être un peu plus, n'en déplaise aux fans des Habs, de ce que j'ai vu de Vegas, ils ont quand même éliminé Colorado. Enfin, je pense que ça, il faut quand Hmm. même. Je suis pas en train de dénigrer Winnipeg, hein, Samuel, si tu écoutes le podcast, surtout, je suis pas en train de dire ça. Euh, mais, euh, mais ce qu'ils ont fait à Colorado, c'est quand même sacrément impressionnant. Et pour moi, j'en fais presque même mon favori pour le titre maintenant, le titre suprême. Alors, mon bracket est mort. Hein, si on parle des brackets, j'avais mis Colorado vainqueur, donc c'est mort, c'est fini. Donc, je dirais Vegas en 5. Donc, un petit 4-1. Et puis, euh, et puis ils s'en vont. Voilà. Si on vous fait le topo, on a publié sur le site, si vous voulez, ce matin, le calendrier complet avec les heures des matchs, etc. On a de la chance. Le premier match entre Tampa et les Isles, c'est dimanche à 21h. Donc, c'est accessible en France à une heure convenable. Par contre, évidemment, tous les autres matchs sont à 2h ou 3h du matin. Mais ça commence, voilà, ça commence dimanche. Le premier match dimanche et le match 1 de Vegas contre Montréal lundi soir. Enfin, dans la nuit de lundi à mardi, du coup, à 3h du matin, puisque c'est à Vegas. Est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter sur ces demi-finales, un truc en particulier, un message à faire passer peut-être, je sais pas. Alors un message, non, je voulais juste effectivement un petit peu parler de la déclaration de Dougie On peut, Hamilton on peut, ouais. parce que d'un côté, enfin, en fait, je comprends ce qu'il veut dire. C'est vrai qu'il a pas spécialement tort du point de vue où Tampa a vraiment joué avec le cap. Par exemple, notamment ce qu'ils ont fait pour David Savard, où ils ont été sacrifiés à un choix de repêchage pour que, je sais plus si je crois que c'était Détroit qui a été absorbé 25% du salaire, etc. Voilà, pour permettre à ce joueur de revenir. Bon, les plus mauvaises langues diront que Kucherov n'était pas vraiment blessé C'est ça. et qu'ils l'ont reposé effectivement pour quand le cap comptait, enfin le plafond comptait plus, etc. Maintenant, les règles, elles sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que ce que fait Tampa, Carolina pourrait le faire théoriquement, aussi. Carolina pourrait faire la même chose. Moi, enfin, je veux quand même pointer autre chose au niveau de Tampa. C'est que mine de rien, ils ont beaucoup de joueurs. Alors, si on accepte Stamkos et Hedman, parce que Stamkos a été premier choix, et je crois que Hedman est 8 ou 9e, quelque chose comme ça. Tous les autres joueurs de Tampa, que ce soit Yannick Gourde, qui d'ailleurs lui a été undrafted, que ce soit Kucherov qui a été 70e, il y a même aussi Cernak, ou Cernak, je ne sais pas comment on prononce. Enfin, Ondrej Palat, Braden Point, etc. Aucun de ces joueurs n'a fait partie du premier tour du repêchage. C'est plutôt pas mal. Euh, hmm, C'est plutôt très intelligent du coup de la part voilà. de Tampa. Tampa, c'est une équipe qui s'est vraiment montée par la draft. C'est pareil. Alors, ils ont je crois que c'est Sergachev, voilà, qu'ils ont été récupérés en échangeant Jonathan Drouin.
Donc, ils ont aussi monté une équipe intelligente et qu'aujourd'hui, comment dire, des joueurs acceptent peut-être des salaires un peu plus faibles pour rester à Tampa, bah, c'est aussi à un moment donné une récompense, je dirais, d'une certaine culture qui a été mise en place par John Cooper, par le management de Tampa, de donner la chance à des joueurs qui sont pas forcément sélectionnés très tôt. Et de leur permettre aussi de s'épanouir. Et bah, c'est comme ça que tu crées des dynamiques de groupe. Et alors oui, on peut se dire que oui, d'accord, ils ont peut-être un peu joué avec le plafond. Toronto a fait la même chose. Toronto s'est fait sortir au premier tour. Voilà. Je rappelle quand même que l'an dernier, mine de rien, Tampa roule sur la compétition et sans Stamkos. Donc, c'est pas qu'une question de plafond, c'est aussi à un moment donné une question d'un projet, d'avoir fait confiance à un entraîneur comment dire, qui est très bon. C'est d'avoir fait confiance à des joueurs et d'avoir été, je dirais, très intelligent dans le recrutement. Et c'est tout ça en fait. Et enfin, je trouve que de la part de Guy Hamilton, c'est un peu bas d'aller, comment dire, d'aller critiquer en disant oui, mais bon, enfin pas même pas il triche, mais voilà, il joue un peu Ouais, avec le plafond, etc. c'est ça. Parce que c'est pas vrai et parce que le succès de Tampa est bien différent, de ça. Et moi, je trouve que cette équipe, enfin, c'est une des réussites de la NHL du point de vue où ils officient pas dans une, comment dire, dans une région, on va dire, très propice au hockey sur glace. C'est une franchise qui est récente, elle date plus seulement des années 90. Elle a gagné 2 titres déjà, elle en vise un troisième. Elle a perdu enfin, elle en vise un troisième, enfin, elle a fait 3 finales en fait en plus. Parce que c'est vrai qu'en 2015, ils perdent en finale aussi face aux Blackhawks. Donc voilà, on voit que c'est une équipe qui est très bien gérée. Et ce qui devrait rassurer les fans du Kraken, enfin, et les futurs fans du Kraken, c'est que l'un des anciens CEO de Tampa est aujourd'hui copropriétaire et CEO du Kraken. Ouais. On fera d'ailleurs un petit épisode spécial, on vous tease ça par rapport à la draft d'ici quelques semaines pour tout vous expliquer et pour parler un peu de ça. Pendant qu'on discutait de tout ça, je suis allé chercher s'il y avait eu des sweeps en finale de conférence. Eh ben oui, et puis il y en a eu un paquet. Et le plus récent, c'est Boston contre les Hurricanes en 2019. Ils avaient gagné en 4 matchs, Boston. Ah ouais. Ben, tu vois, Et si on remonte, depuis que les conférences du coup existent, tu as en 2010 les Blackhawks face à San Jose, tu as les Mighty Ducks face aux Wild en 2003, tu as les Oilers en 84 contre les North Stars à l'époque du Minnesota. Tu as les Oilers en 83 contre les Blackhawks. Oui, mais alors, comment dire, Il y le a... hockey pré-année Oui, 90 oui, c'est n'a pas autre chose. grand-chose à voir avec le, 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 C'est le, le autre hockey chose. post-année 90. Tu as les Bruins face aux Penguins en 2013, les Penguins face aux Hurricanes en 2009 et les Penguins face aux Bruins en 92, les Bruins face aux Capitals en 90 et les Islanders face aux Nordiques à l'époque en 82 aussi. Et ils avaient gagné la Coupe Stanley par la suite. Voilà, c'était le petit point histoire pour clore cet épisode du podcast. Merci Jordan. Merci à toi, Charles. Et puis on va attendre patiemment dimanche soir et le premier match entre le Lightning et les Islanders. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien entendu sur tous les réseaux sociaux, que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Si vous avez tout ça, on est dispo dessus. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode du podcast NHL de The Free Agent.